Dernière nouvelle, tout le monde. Les emails d'Epstein viennent tout juste de fuiter du comité de surveillance de la Chambre, et nous allons les examiner ensemble. Ce sont ceux qui ont été le plus partagés par les médias grand public occidentaux, et nous allons également regarder ceux qui ne l'ont pas été. Alors, jetons un œil à cet email ici, de Ghislaine Maxwell à Jeffrey Epstein. Il dit « Je veux que tu réalises, a dit Jeffrey Epstein, que le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. La victime a passé des heures chez moi avec lui. Il n'a jamais été mentionné, chef de la police, etc. J'en suis à 75%. Cela confirme donc que la victime a passé des heures chez moi avec lui. Et quand cet email a-t-il été écrit? 2011, bien après que Donald Trump eut rompu avec Jeffrey Epstein. Email numéro 2. Une correspondance directe entre Jeffrey Epstein et le journaliste Michael Wolff. Vous vous souvenez peut-être de Michael Wolff comme de l'auteur de plusieurs livres sur Donald Trump. Epstein a écrit à Michael Wolff. Trump a dit qu'il m'avait demandé de démissionner. Jamais membre. Jamais. Bien sûr qu'il savait pour les filles, puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Bien sûr qu'il savait pour les filles. Ces emails deviennent de plus en plus accablants. Email numéro 3. Entre Jeffrey Epstein et Michael Wolff. Michael Wolff a écrit à Epstein. J'entends dire que CNN prévoit demander ce soir à Trump quelle est sa relation avec toi, soit à l'antenne, soit dans la cohue après. Alors, Jeffrey Epstein dit, « Si nous pouvions formuler une réponse pour lui, que penses-tu qu'elle devrait être? » Wolff répond, « Je pense que tu devrais le laisser se pendre tout seul. S'il dit qu'il n'est jamais monté dans l'avion ou qu'il n'est jamais allé à la maison, cela te donne une valeur en termes de relations publiques ou de capital politique. Tu peux le laisser se compromettre d'une manière qui te procure potentiellement un avantage positif. Si cela semble vraiment que tu pourrais gagner, tu pourrais le sauver, créant ainsi une dette. Bien sûr, il est possible que lorsqu'on lui posera la question, il dise « Jeffrey est un type formidable. Il a été maltraité et il est victime du politiquement correct, ce qui est interdit sous le régime Trump. » Ce sont les courriels qui ont montré le plus de preuves, selon les médias grand public occidentaux, et ils sont accablants. Ils montrent que Donald Trump a eu un contact direct avec Jeffrey Epstein. Ils montrent également que d'importants journalistes collaboraient avec Epstein pour obtenir des informations compromettantes sur Trump. Mais cela ne s'arrête pas là. Voici un autre ensemble de courriels, d'accord? Nous en avons déjà examiné un plus tôt. En voici un autre de Michael Wolff. Il y a une occasion cette semaine de s'exprimer sur Trump d'une manière qui pourrait susciter beaucoup de sympathie et aider à en finir avec lui. Intéressé? C'est Michael Wolff, le soi-disant journaliste, écrivant à Jeffrey Epstein au sujet de la manière d'en finir avec Donald Trump. Puis, Jeffrey Epstein a écrit à Sultan bin Sulayem, qui est un ambassadeur des Émirats arabes unis et un magnat des affaires. Jamais entendu parler de lui. Donald n'est proche de personne. Il parle à beaucoup de gens et dit à chacun quelque chose de différent. Tu le connais? J'ai entendu dire qu'il est très proche de Trump. C'est ce que Sultan bin Sulayem a dit. Il cherchait manifestement à conclure une sorte d'accord sur la manière d'influencer quelqu'un comme Donald Trump. Cela a été écrit en 2018, lorsque Donald Trump était président pour la première fois. Mais les courriels continuent d'affluer. En voici un qui montre Donald Trump et l'une des victimes, que l'on pense être Virginia Giuffre, aujourd'hui décédée. C'est une communication entre la victime, dont le nom n'est pas mentionné, mais que beaucoup pensent être Giuffre, et Epstein. Elle dit « Pouvons-nous dîner à Genève le 8 ? Je serai là le 7 ou le 8 décembre. Je repars pour le Koweït le 9. » Jeffrey Epstein répond « Pour le moment, je dois prendre l'avion pour Paris le 8. Je peux partir plus tôt et arriver à Paris vers 8h30. Nous pouvons nous y retrouver. Il est difficile de partir de Genève. »
La victime répond alors par des points d'interrogation. Et Epstein dit, « Bien sûr, tu es toujours la bienvenue chez moi, c'est plus privé. » Elle répond, « Très bien. Envoie-moi simplement à nouveau l'adresse et le code de la porte pour que je puisse accéder au deuxième étage. Envoie-moi la date et l'heure. » Après avoir confirmé le numéro du portail, elle dit, « Je suis à la porte, mais j'attendrai mon heure. Je veux pas arriver en avance et trouver Trump chez toi. » Écrit le 8 décembre 2017, lorsque Donald Trump était président. Donc, selon ces courriels, Donald Trump traînait probablement chez Jeffrey Epstein, alors qu'il était président des États-Unis. Mais cela ne s'arrête pas là, car Jeffrey Epstein avait aussi quelques mots bien choisis à propos de Donald Trump et de ce qu'il pensait de lui. Il a dit, « Tu vois, je sais à quel point Donald est sale. À mon avis, les non-juristes et les gens qui ne font pas partie du monde des affaires new-yorkais n'ont aucune idée de ce que cela signifie quand on fixait te lâche. » Ici, Jeffrey Epstein parle à Cathy Ruemmler. Et qui est-ce? Elle était conseillère et avocate à la Maison-Blanche pour Barack Obama. Obama a mis en relation Ruemmler et Jeffrey Epstein avec d'importants contacts dans les milieux des affaires et du droit, sur lesquels je reviendrai. Mais selon Epstein, après que Ruemmler lui a dit « Voici un article du New York Times que je pensais que tu trouverais intéressant. » Le principal argument en faveur de la destitution est clair. Ce qui manque, c'est le courage. Et puis Epstein dit qu'il pense que l'argument était que c'était son argent, l'argent de Trump, ce qui rendait la chose non illégale, bien qu'il ait aussi dit qu'il l'avait découvert après coup. Et le fait, selon l'acte d'accusation, a été facturé comme des services rendus et majorés. Je suis sûr que son compte a été retourné de toute façon. J'ai parlé en détail avec Starr hier au sujet des inculpations. Comment Trump pourrait conclure un accord? Le procureur spécial? La poubelle de Clinton? Oui, Starr m'en a dit plus. Oui, c'est bien de cela qu'il parlait. Il parlait des procédures de destitution de Donald Trump qui avaient lieu pendant son premier mandat, et cela a été écrit en 2018. Et donc, Ruemmler, je veux simplement rappeler que Ruemmler a une longue association avec Jeffrey Epstein. Elle a été présentée par Epstein à Bill Gates de Microsoft, à la Fondation Gates et à la Banque Edmond de Rothschild. Elle est également devenue conseillère juridique chez JP Morgan en 2019, sur recommandation de Jeffrey Epstein, juste avant qu'il ne soit tué, d'ailleurs. D'abord emprisonné, puis tué. De plus, Epstein l'a désignée comme exécutrice testamentaire, ce qu'elle affirme n'avoir découvert qu'après sa mort, lorsqu'elle en a été informée. Mais nous pouvons continuer, car la situation ne fait qu'empirer pour Donald Trump. Nous allons voir ici que Donald Trump passait probablement Thanksgiving avec M. Epstein, avec Jeffrey Epstein. Et voici la chaîne d'email. C'est Faith Cates à Jeffrey Epstein. Amusant. Où es-tu? De retour à New York. Jeffrey Epstein Fund, where are you? Back in New York City? Okay. Dylan and I will always want to see you, says Faith. D'accord, Dylan et moi voudrons toujours te voir, dit Faith. Où passes-tu Thanksgiving? Il a dit, Eva, c'est-à-dire garde ses cheveux roux, la couleur de Barry pour les fêtes. Il est tellement ennuyeux. Qui d'autre est là-bas? David Faisal Hansen, Trump, amuse-toi bien. Et le 23 novembre 2017, Epstein a dit Trump. Cela devient de plus en plus accablant. Nous passons des relations de Trump à encore plus de liens associés à Donald Trump et à l'élite du pouvoir. Voici un courriel entre Jeffrey Epstein et Thomas Landon, qui est Thomas Landon, un journaliste financier au New York Times. Thomas Landon a dit, « Vous connaissez peut-être cette citation, car elle a beaucoup circulé. » Jeffrey Epstein répond à Thomas Landon, « Voudriez-vous des photos de Donald et de filles en bikini dans ma cuisine? » Landon répond, « Oui. » Kitchen. Landon says, Thomas Landon, yes. And then he writes, Hawaiian Tropic Girl. Et puis il écrit, la fille Hawaiian Tropic. Lauren Petrella dit, je suis un homme sérieux pour le bien de la nation. Pourquoi ne pas essayer de diffuser un peu de tout ça? Je ne ferai pas cela moi-même, a déclaré Thomas Landon.
mais je le transmettrai à un journaliste politique. Ensuite, il lui envoie un lien en disant « Ma petite amie de 20 ans en 1993 a dit « C'est 2 ans après que j'ai donné à Donald ». Voilà le genre de conversation que Jeffrey Epstein avait avec le journaliste du New York Times à propos de Donald Trump. Et cela révèle non seulement les relations de Trump, mais aussi le fonctionnement interne de ce qui se passait entre tous ces acteurs du pouvoir. Absolument incroyable, absolument choquant. Et cela continue. En voici une autre de Madame Rumier, Cathy Rumier. On dirait que tu ne donnes pas la priorité à ton emploi du temps, dit-elle en réponse à Jeffrey Epstein, très efficacement. Tu vas gérer tout ça? C'est la semaine de l'Assemblée générale de l'ONU, donc le patron sera en ville. Je serai là toute la semaine. Tu risques d'en avoir marre de moi. Je viens de m'asseoir dans le train et je ne peux pas parler librement. Nous sommes en 2014, sous Obama. Jeffrey Epstein dit « Les filles, attention, je vais reprendre une vieille habitude. » Et voici le grand choc. Comme Donald Trump est lié à tant de ses personnalités, cela montre à quel point Jeffrey Epstein avait de l'emprise sur l'ensemble de l'élite du pouvoir, l'ensemble de la classe dirigeante. Il dit cette semaine, Peter Thiel, Larry Summers, William Burns. Souvenez-vous de William Burns, ancien directeur de la CIA sous Joe Biden, Peter Thiel de Palantir, et nous savons qui est Bill Gates. Et puis d'autres, par exemple, Jack Land, du Conseil de l'Europe, et président du comité Nobel, le président mongol. Nous avons d'importants représentants de Harvard, ainsi que des Émirats arabes unis, et Leon Black. C'est absolument incroyable, ces liens qui ont été révélés à partir de ces courriels. Beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Larry Summers comme l'un des architectes ayant travaillé sous plusieurs administrations, notamment celle d'Obama et de Bush, et, en substance, comme un représentant de la finance mondiale lié à la crise économique de 2008. Il a été sévèrement condamné et critiqué pour cela. Mais Larry Summers entretenait une relation étroite avec Jeffrey Epstein, et ici, en 2017, Donald Trump faisait face à des pressions juridiques, notamment à cause du Russia Gate et de toutes sortes de scandales qui lui étaient attribués. Ils en discutent et affirment que de nombreuses entreprises refusaient de représenter Donald Trump. There are many firms unwilling to represent Donald Trump. Larry Summers says more would represent Donald if... Larry Summers dit que davantage de cabinets représenteraient Donald si Klaus Lewis n'était pas dans le paysage. Rien d'étonnant. Il est très difficile d'être un cabinet d'avocats représentant le président des États-Unis et de savoir quoi faire lorsque le président vous ment. Dans mon milieu, on juge mal Gorlick pour avoir représenté Jared, probablement Jared Kushner. À quel point Donald est-il coupable de grossièreté? Assurément d'une ignorance crasse. Assurément d'être totalement dépourvu de l'intellect ou du tempérament nécessaire à la fonction. Assurément d'avoir franchi la ligne en matière d'enrichissement familial. Très probablement d'un mépris flagrant des apparences. Presque sûrement du fait que les Russes disposent d'un levier financier. Moins clair quant à une aide des Russes lors d'une élection, ou à une complicité de sa campagne. C'est plausible, mais pas certain. Il me semble que si l'on travaille pour Donald, on ne fait rien de son propre chef. Il est donc coupable de tout ce que sa campagne a fait. Êtes-vous d'accord avec ce qui précède? Votre monde ne comprend pas. C'est Jeffrey Epstein. C'est vraiment le gros morceau ici. Votre monde ne comprend pas à quel point il est stupide. Jeffrey Epstein à Larry Summers. Il rejettera la faute sur tous ceux qui l'entourent en cas de mauvais résultats. Gary Cohn est dans une bonne position, tout comme Jared Kushner. Tous les autres, ils n'en ont plus pour longtemps. Argument intéressant, utiliser WhatsApp comme obstruction à la justice. Supprimer après envoi. Donc encore une fois, c'est incroyable, car tout cela démontre à quel point toutes ces élites étaient profondément liées à Donald Trump. Trump étant connecté à tous, et Jeffrey Epstein agissant presque comme un intermédiaire dans tout cela. C'est incroyable. Et ça continue. Ça continue encore.
Vous avez Steve Bannon. Vous vous souvenez de Steve Bannon? Il était, et il est toujours, une figure majeure du mouvement MAGA. Il est en quelque sorte l'un des cerveaux de Donald Trump. Beaucoup de gens au sein de MAGA le considèrent comme très légitime, dans le sens où il possède cette flamme idéologique qui a allumé l'étincelle Trump-MAGA. Mais voici Steve Bannon aujourd'hui en communication avec Jeffrey Epstein. Alors qu'il parle des problèmes de Donald Trump, Steve Bannon dit à Jeffrey Epstein « Je n'arrive pas à croire que personne ne fasse de toi le tissu conjonctif. » Epstein répond « Souviens-toi, l'accusatrice du prince Andrew venait de Mar-a-Lago. Il s'agit de Virginia Giuffre, d'ailleurs. Le prince Andrew est Trump aujourd'hui. Trop drôle. » Encore une fois, c'est Jeffrey Epstein qui tourne en dérision tous les scandales entourant Donald Trump. Et rappelons-le, nous sommes en 2019, donc très près du moment où l'affaire allait vraiment éclater. Je veux dire, on parle d'un grand nombre d'emails échangés pendant la présidence de Donald Trump, ce qui va devenir un sujet majeur à mesure que cette affaire progresse. Voici donc, à nouveau, Monsieur London, le journaliste financier très proche de Jeffrey Epstein, qui dit qu'il recommence à enquêter avec Epstein. On ne sait pas s'il s'agit d'un autre livre ou d'une version brochée étendue. Il me posait toutes sortes de questions sur les raisons pour lesquelles vous aviez engagé Ken Starr. Je lui ai dit que je n'en avais aucune idée. Je pense qu'il fait aussi des recherches liées à Trump. Quoi qu'il en soit, pour ce que ça vaut, cela vient d'un autre appel de Connolly. Connolly était quelqu'un qui a écrit de nombreux livres sur Jeffrey Epstein, et il est en fait décédé en 2022. Maintenant, nous allons aborder la corruption financière, voir à quel point cela va loin en matière d'influence sur la politique étrangère liée à Jeffrey Epstein. C'est absolument incroyable. Cela devient vraiment grave quand on pense à quel point ces types exerçaient de l'influence, à quel point Epstein influençait les choses en matière de politique américaine. Alors, en voici une à propos de la Russie, d'accord? Jeffrey Epstein est en communication avec Jarlen Thorburn, qui participait à cette émission. Dans un courriel précédent, il avait parlé du fait qu'il faisait partie du Conseil européen et qu'il y occupait un poste de direction. Et il lui dit « Je pense que tu pourrais suggérer à Poutine que Lavrov pourrait obtenir des informations en me parlant. Vitaly Churkin le faisait, mais il est mort. » Puis Thorburn a répondu « Jarlen a écrit « Je rencontrerai l'assistant de Lavrov lundi et je le lui suggérerai. Merci pour cette charmante soirée. Je viendrai à la réunion de haut niveau de l'ONU la semaine prochaine. » Churkin était formidable, dit Epstein. Il a compris Trump après nos conversations. Ce n'est pas compliqué. Il doit donner l'impression d'obtenir quelque chose. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est à quel point tout cela est complètement délirant. D'accord? Parce que nous parlons d'emails qui révèlent non seulement que Donald Trump était impliqué, mais aussi qu'il existait un réseau constant de communication entre toutes ces élites autour de Trump. Trump cherchant à gagner de l'influence. Et c'est encore pire, car je veux vous en montrer un de Tom Barrack. C'est l'un des emails les plus accablants. Tom Barrack. Vous le connaissez comme l'actuel envoyé des États-Unis au Liban. Celui-ci date de 2016. Tom Barrack lui écrit « Envoie des photos de toi et de l'enfant. Toi et l'enfant me faites sourire. » Or, Tom Barrack a des liens étroits avec les Émirats arabes unis, les manias, les entreprises, l'Arabie saoudite, Israël, bien sûr. Il est très profondément lié à Israël. Envoie des photos de toi et de l'enfant. Fais-moi sourire. C'est accablant. Nous connaissons Jeffrey Epstein grâce à l'affaire criminelle intentée contre lui, ce qui se passait sur son île, ce qui s'y déroulait. Nous savons que Donald Trump n'était pas seulement en contact étroit avec lui, mais que tout ce qu'il disait à ce sujet était un mensonge. C'était un mensonge. Il a dit tant de choses complètement fausses sur sa relation avec Epstein. Je veux vous montrer cette chronologie
car je pense qu'elle est importante. Dans ces courriels récemment publiés, tous ceux que je viens de vous montrer contredisent totalement l'affirmation de longue date de Trump, selon laquelle il aurait rompu avec Epstein en 2004 ou 2005, sans aucun contact par la suite. Maintenant, il semble que Trump affirme avoir banni Epstein de Mar-a-Lago en 2006. Mais de 2011 à 2015, Epstein parle à plusieurs reprises de Trump dans ses courriels. Epstein discusses Trump repeatedly in emails. Epstein emails in 2016 revealed Des emails d'Epstein datant de 2016 ont révélé des messages envoyés depuis la Trump Tower après sa victoire. En 2017, une victime a écrit « Je ne veux pas venir plus tôt et trouver Trump chez toi ». En 2019, Epstein faisait encore référence à Trump et à Mar-a-Lago. Il y a une panique majeure à la Maison-Blanche à propos de tout cela. Trump a personnellement appelé la représentante Lauren Boebert, l'exhortant à retirer son soutien au projet de loi visant à publier les dossiers Epstein. Il y a maintenant une pétition à la Chambre, qui sera probablement soumise au vote très bientôt, pour publier intégralement les dossiers Epstein. Il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas des véritables dossiers dont dispose le ministère de la Justice. Ceux-ci proviennent de la succession de Jeffrey Epstein, qui a été assigné à comparaître par les démocrates de la Chambre. Et ce n'est pas étonnant. Je vous ai fait écouter plus tôt les courriels qui ont été le plus partagés par le New York Times et d'autres médias grand public alignés sur les démocrates. Je vous ai également montré d'autres échanges impliquant Larry Summers, Bill Gates, Peter Thiel, tout le réseau qui inclut les Clinton. Soyons honnêtes. Maintenant, je vais partager ceci avec vous, car je pense que c'est très important. CNN rapporte que Trump a tenu une réunion dans la Situation Room, oui, la Situation Room, avec Pam Bondi, Todd Blanche, Kash Patel, le directeur du FBI et Lauren Boebert, qui a été convoqué en raison des efforts de la Chambre pour forcer la publication des dossiers Epstein du DOJ. Les avocats de la Maison-Blanche seraient inquiets. Lauren Boebert et Nancy Mace ont enregistré leurs appels téléphoniques avec Trump, au cours desquels il a supplié, soudoyé, menacé et même pleuré, leur demandant de revenir sur leur vote concernant la publication des dossiers Epstein. C'est très mauvais pour Donald Trump. C'est très mauvais pour la classe politique dans son ensemble, parce que cela montre que nous sommes désormais à un moment où nous pouvons nous demander « Que se passait-il exactement ici ?» Qui tire profit de tout cela? Quand on regarde ce qui a été dit à propos de Jeffrey Epstein et des liens qu'il entretenait, non seulement avec les personnes les plus puissantes du monde, mais aussi avec les services de renseignement israéliens, n'est-ce pas? Il aurait, selon les allégations, eu des liens étroits avec Ehud Barak et d'importantes figures israéliennes, celles profondément liées à l'establishment israélien. Selon Dropsite News, un espion israélien, d'après ses courriels, aurait séjourné pendant plusieurs semaines chez Jeffrey Epstein à Manhattan. Des courriels divulgués montrent qu'Epstein travaillait sur un virement bancaire destiné au principal assistant d'Ehud Barak, Yoni Koren, qui séjournait régulièrement dans son appartement. Rappelons qu'il s'agissait alors du principal collaborateur du ministre israélien de la Défense, Ehud Barak. Et voici le courriel. Jeffrey Epstein, de la part de Leslie Groff, rappelle « Yoni Koren doit partir aujourd'hui pour vous ». Ainsi, lors des 3 voyages, Koren semblait mener des affaires officielles ou officieuses avec les 2 hommes. Un article du Times of Israel de la fin janvier 2013, quelques semaines avant le premier séjour documenté de Koren, l'identifie encore comme chef de cabinet actif du ministère israélien de la Défense ce mois-là. Dropsite a compilé des preuves de ces séjours entre Koren et Epstein à partir des plannings publiés par la commission de surveillance de la Chambre et des courriels piratés de Barak, initialement divulgués par l'équipe de piratage Handala, puis partagés en ligne par Distributed Denial of Secrets.
Yoni Koren a fait carrière dans les opérations clandestines aux côtés du Mossad et est resté lieutenant-colonel de réserve après avoir officiellement quitté la direction du renseignement. Il a séjourné dans l'appartement d'Epstein pendant 2 semaines, en octobre 2014, 10 jours supplémentaires en 2015 et en février 2013, alors qu'il travaillait avec Barak. Ces liens sont donc connus. Maintenant, nous ne savons pas officiellement quelle est l'influence. Nous ne pouvons que spéculer sur ce que tout cela signifie. Cela indique, eh bien, si l'on observe les développements, n'est-ce pas, si l'on regarde comment les choses se sont déroulées, Donald Trump arrive en tant que président de la paix. Mais à qui s'est-il constamment incliné? Israël, à qui tous les présidents américains, même les élites les plus puissantes, se sont-ils inclinés, quoi qu'il arrive? Israël. Cela ne veut pas dire que les intérêts des élites du pouvoir américain, ces grands dirigeants et manias comme Peter Thiel, Donald Trump ou les Clinton, n'ont pas de lien profond avec Israël ou une convergence d'intérêts et d'objectifs. Mais cela suggère qu'il pourrait y avoir une vaste opération en cours visant à discipliner et à garantir la sécurité, à faire en sorte que ces grands acteurs du pouvoir respectent le scénario et l'agenda établis. Alors, lorsque nous entendons que Donald Trump cherche à accorder une grâce à Benjamin Netanyahu pour toute sa corruption, lorsque nous apprenons que les États-Unis vont installer une base militaire près de Gaza, lorsque nous voyons Donald Trump affirmer qu'il avait des liens étroits avec ce qu'Israël a fait dans ses frappes et ses attaques, après avoir prétendu n'en avoir aucun, nous devons croire que ce type d'opération en cours, dont nous devons encore beaucoup apprendre, pourrait y être pour quelque chose. C'est un développement absolument incroyable que nous devons continuer à suivre, car beaucoup se demanderont, Epstein était-il un agent du Mossad, un agent de renseignement? Travaillait-il pour Israël? Tout cela semblerait cohérent quand on regarde les preuves ici. Quand on sait qu'Epstein était si lié au Wexner du monde, aux Ehud Barak du monde, qu'il hébergeait littéralement Israël. Des agents du renseignement israélien se trouvaient dans sa maison. Et Donald Trump, en tant que président des États-Unis, était en contact étroit avec Jeffrey Epstein. Et en fait, selon les propres paroles d'Epstein, il participait à un trafic de filles et de femmes. Cela soulève une question plus large. Dans quelle mesure Donald Trump était-il impliqué dans les activités sur l'île? Et pourquoi ces activités s'y déroulaient-elles? Ces actes absolument horribles, répugnants et méprisables. Ces crimes contre l'humanité? Pourquoi toutes ces élites se rassemblaient-elles sur cette île pour s'y livrer à de telles pratiques? Beaucoup affirment qu'il pourrait s'agir d'un piège de type honeypot, une mise en scène destinée à recueillir des informations sur eux, à les faire chanter. C'est ce que les gens demandent. Et cela soulève la question. Quelle influence cela a-t-il sur la politique réelle lorsque nous voyons les États-Unis se comporter de cette manière? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de suivre ma conversation avec le professeur Jiang Shueqin qui sera invité dans mon émission demain, le 14 novembre. Nous parlerons plus en détail de l'importance de ce sujet, de la manière dont le pouvoir fonctionne réellement, de la façon dont un tel mal triomphe, et de ce que cela signifie que ces secrets soient révélés. Que cela nous apprend-il sur la politique étrangère des États-Unis, sur le fonctionnement de l'Empire américain, sur sa relation avec Israël, sur sa véritable nature, et sur la manière dont nous pouvons réellement comprendre les horreurs absolues que ces personnes commettent à la lumière de cette opération explosive qui fait de plus en plus l'objet de fuites. Il va y avoir encore plus d'informations qui vont sortir à ce sujet. Tout le monde. Parce que la Chambre des représentants s'en occupe. Marjorie Taylor Greene s'en occupe. Il y a des figures majeures qui veulent en révéler davantage. Mais nous devons examiner tout cela avec un œil critique.
car le sectarisme est quelque chose qui infecte vraiment la scène politique américaine. Et bien sûr, il y aura des manœuvres pour faire de cette affaire une question de parti politique. Les démocrates. Vous voyez déjà Donald Trump dire que tout cela est une supercherie du Parti démocrate. Mais même du côté démocrate, il faudra voir jusqu'où ils sont prêts à aller, jusqu'où le Congrès tout entier est prêt à aller, étant donné que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui vont être exposées par cette affaire, pas seulement les Clinton et pas seulement les Trump. Voilà donc un bon point à retenir. La publication des documents sur Epstein a révélé qu'en 2018 et 2019, Jeffrey Epstein disait de plus en plus souvent qu'il détenait des informations compromettantes sur Trump liées à ce réseau. Pour protéger la campagne de réélection de Trump, celui-ci a écarté Epstein en juillet 2019, puis Epstein a été assassiné. Vous savez quoi? Les questions sont toutes là, mais les preuves, les éléments tirés de tous ces courriels, sont également là. Et maintenant, la question est, qu'est-ce que tout cela signifie? Le professeur Jiang Shueqin et moi allons en parler. Nous irons encore plus en profondeur demain, alors assurez-vous de suivre le direct. Laissez-moi un commentaire ci-dessous et dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que cela signifie? Comment cela influence-t-il le fonctionnement réel de l'Empire américain? Que cela nous apprend-il sur l'Empire américain? D'ici là, on se retrouve ce direct. N'oubliez pas d'aimer la vidéo en partant.